savez tous très bien que le 4 mars dernier, il y a eu un drame terrible qui a eu lieu au Congo et on a connu des centaines de morts. Pour l'instant, le travail n'est pas fini, il y a encore des morts qu'on découvre. On aurait souhaité donc vous demander de vous lever et d'observer une petite minute de silence en la mémoire de tous nos compatriotes disparus. Merci pour ces quelques instants. Ce sont les premières universités de la Ligue panafricaine du Congo. Donc, dans ce cadre, plusieurs thématiques ont été développées. Il y a en premier lieu une analyse générale sur la situation de l'association, les questions d'éducation, les questions concernant les dettes odieuses et illégitimes, la question relative à la sortie du franc CFA et enfin les questions d'actualité, notamment de l'actualité africaine. Et si les panafricains ne sont pas unis, comment voulez-vous qu'ils exigent l'unité des Africains? Le problème est là. C'est un message que nous lançons aux panafricains. Nous demandons à ce que les panafricains dépassent les chapelles. C'est bien d'être chromiste, il ne faut pas le refuser. Ça fait nourrir la réflexion. D'ailleurs, le panafricanisme est le seul courant authentiquement africain qui produit les idées tout le temps. Il suffit d'aller dans les librairies. Le panafricanisme est produit tout le temps. Il est rénové tout le temps. Les Caribéens, les Africains de partout. Mais il n'est pas au pouvoir. On se pose des questions. Regardez les élections en Afrique. Regardez toutes les élections, même les plus importantes. Il n'y a pas de parti panafricain. Est-ce que c'est normal? Au XXIe siècle, le panafricanisme a été prononcé la première fois en 1900 à Londres. Williams Sylvester. La première conférence panafricaine sur les questions des terres en Afrique de l'Est, qui a donné après l'apartheid, les Boers et tout et tout. Les panafricains sont en avant, sont des avant-gardistes de l'indépendance africaine. Donc les panafricains devraient se dire qu'ils ont une responsabilité historique face à tous ces leaders ethniques en Afrique, tous ces faux semblants, tous ces mensonges, parce qu'eux, ils veulent l'unité réelle. Mais il faut qu'ils s'impliquent en politique. Il faut qu'ils viennent aux élections. Il faut qu'ils conquièrent des municipalités, les gérer de façon panafricaine, les circonscriptions électorales, que de laisser les sommets de l'UA où on nous fait des annonces sur le panafricanisme par des chefs d'État qui sont des tribalistes dans leur pays. C'est ça le faux panafricanisme que nous dénonçons. Lorsqu'on a eu le drame du 4 mars 2012, il faut remercier au passage des pays comme le Maroc qui ont envoyé de l'aide. Mais on oublie de signaler que la RDC aussi a envoyé de l'aide. La fameuse RDC, dont les Congolais de la rive droite du fleuve se moquent tous les jours des Congolais de la rive gauche, avec tous les noms qu'on connaît, avec tous les traitements qu'on connaît. Ils ont envoyé du matériel et des médecins. Et ça devrait nous faire réfléchir. Certains Africains en Europe se plaignent tous les jours du tribalisme. Pour rentrer dans le champ plus national au Congo, vous avez évoqué la question des rapports politiques au Congo. Comment est-ce que vous vous situez d'une manière plus précise dans le paysage politique congolais? Nous avons dit que nous sommes une association, donc nous ne sommes pas un parti politique. Nous ne sommes pas dans une situation où nous allons concourir à des élections. Pour cela, il faut être un parti politique. Mais nous sommes une force de proposition. Nous avons des travaux, nous proposons nos idées. Elles sont à la disposition du personnel politique congolais. Que ce soit ceux de l'opposition ou ceux du pouvoir. S'ils trouvent leur compte dans nos idées, ce serait très bien. Mais bon, j'attends de voir. Mais en tous les cas, au-delà des forces politiques traditionnelles, de ce qui fait vivre le microcosme congolais en matière politique, nous avons l'ambition d'éduquer notre jeunesse, faire des messages, de conscientiser notre population sur des problématiques que nous évoquons parce que nous pensons que
nous sommes dans des problèmes structuraux qui ne nous permettent pas d'assurer un mieux-être à nos populations. Et ça, il faut le comprendre. Nous avons ici la chance d'avoir des gens qui ont fait des études brillantes et qui ont la capacité d'ouvrir des fenêtres là où c'était fermé. Donc, permettre aux gens de pouvoir comprendre des mécanismes qui sont compliqués pour le citoyen lambda. J'ai toujours été frappé, cette maman, quand c'était dans une veillée. Vous savez que dans les veillées, on discute de tout et de rien. Et on est arrivé sur la question s'il fallait dévaluer le franc CFA ou pas. Je lui ai simplement dit, mais il faut savoir que le franc CFA ne nous appartient pas. C'est la propriété de la France. Elle m'a regardé comme pour dire, ah bon? Je dis oui, ça n'a jamais été notre monnaie. Nous ne sommes pas propriétaires du franc CFA. Ceux qui sont propriétaires, ben c'est la France. À partir de ce moment-là, la dame, elle commence à trouver qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et ça, c'est le rôle de la Ligue, d'aller dans des situations comme ça, expliquer simplement pourquoi aujourd'hui nos pays sont liés. Et ces mécanismes, c'est vrai que c'est compliqué, mais il faut arriver à décortiquer toute cette complexité pour faire passer un message simple aux populations. Nous sommes une association de caractère politique assumé. Donc nous sommes contactés par les compatriotes de la communauté, que ce soit ici en France ou bien au pays. Il y a chez les Congolais une espèce de procès, quoi. C'est-à-dire que quand vous n'allez pas dans le sens défini par eux, vous êtes soupçonné. Souvent, ça se passe dans les réunions privées. Mais nous sommes là en public. C'est souvent bien de le dire. Nous sommes souvent sollicités pour participer à telle réunion contre le pouvoir. Je pense que si on lisait nos propos, ça suffit, nous sommes contre le pouvoir. Parce que le pouvoir ne fait pas ce que nous proposons. C'est aussi simple. Mais il y a chez les Congolais cette tradition de se réunir pour chasser le pouvoir sans projet, sans assumer un certain nombre de choses. Concrètement, en 1963, on a fait partir un président de la République. Ce président est parti sur la base d'une contestation sociale. Les forces se sont mises au pouvoir et se sont très vite canardées en 1965 parce qu'il n'y avait pas de projet ensemble. En 1968, il y a eu la même chose quand le président Massamba Deba est parti. En 1972, avec l'affaire du M22, on a vu la même chose. Ceux qui avaient fait coalition en 1968 pour faire partir le président Massamba Deba ont eu des affrontements entre eux. En 1991, le président Sassou est parti à la suite de la conférence nationale. Nous avons vu apparaître les mêmes travers, les alliances contre nature. Et ces alliances contre nature ont donné les premières guerres de 93, 97 et ainsi de suite. Et ce que nous reprochons aujourd'hui, parce que nous le disons assez au pouvoir, mais ce que nous reprochons aujourd'hui à l'opposition, c'est que nous voulons savoir quelles sont les forces qui sont d'accord avec nous pour que le franc CFA soit arrêté. Quelles sont les forces qui sont d'accord avec nous pour que le contrôle des matières premières du Congo soit assumé en public? Quelles sont les forces qui sont avec nous pour que la question de la dette, l'audit des dettes soit posé? Quelles sont les forces qui sont d'accord avec nous pour assumer un projet panafricain? Nous ne cherchons que ça. Nous ne voulons aller avec personne qui ne chercherait pas à discuter. Nous voulons d'abord être d'accord. Pourquoi? Parce que si nous faisons chemin commun aujourd'hui, par cette fameuse conception de l'unité d'action, juste pour que le pouvoir s'en aille, demain, les mêmes avec lesquels nous aurons marché vont nous faire des problèmes. Pour la plupart, souvent, c'est même des tribalistes déclarés. Il y a des gens qui disent ici, dans l'opposition, nous sommes pour la tribalité. Mais attendez, vous voulez faire quoi avec nous?
nous nous disons, nous sommes ouverts pour, en tant que force de proposition, apporter notre soutien à n'importe quel mouvement, à condition que les sujets soient débattus et soient assumés. Beaucoup vous disent, il ne faut pas parler du franc CFA, vous allez énerver les autres là-bas. Vous avez compris. Il ne faut pas parler de la dette parce que la communauté internationale... Il ne faut pas parler du pétrole. D'ailleurs, sur le pétrole, c'est très intéressant. Tout le monde s'intéresse à la gestion du pétrole du Congo, qui est mal gérée. Nous le disons, comme tout le monde, et nous le déplorons, et nous regrettons. Mais personne ne parle du contrôle de la ressource. Comment une ressource qui représente plus de 50% des recettes de l'État du Congo, une ressource stratégique, ne constitue pas une préoccupation des hommes politiques? Mais même dans un État démocratique, la gestion peut être mauvaise. Ce n'est pas le problème. Il y a un lien fondamental entre la stabilité politique au Congo et le contrôle du pétrole congolais. Ceux qui ne veulent pas le voir dans ce sens, nous ne voulons pas discuter. On ne veut pas chasser un France-Africain pour en mettre un autre. C'est une question publique. Nous l'assumons, nous. Alors qu'on ne vienne pas nous dire, certainement parce que parmi eux, il y a ceux qui sont de l'autre côté de l'hémisphère, qui ne veulent pas le faire. Ce n'est pas ça avec la LPC, puisque la LPC a tout le monde. Nous voulons des projets. Nous voulons qu'on assume ce genre de choses. Donc, c'est une occasion de dire la vérité. Nous sommes pour que le pouvoir change. Ce n'est pas un débat. Pour que le pouvoir passe, pour nous, c'est un acquis. C'est une dictature, c'est tout ce que vous voulez, appelez-le comme vous voulez. Mais on ne veut pas aller avec n'importe qui. Parmi les partis politiques d'opposition au Congo, que ce soit partis politiques et associations, que ce soit ceux qui sont installés ici en France ou ceux qui sont au pays, quels sont ceux qui aujourd'hui peuvent nous dire, la main sur le cœur et très sincèrement, en nous regardant comme ça en face, qu'ils ne feraient jamais, qu'ils ne soutiendraient jamais une intervention armée étrangère sur le continent africain ou au Congo pour faire partir le président en place? Parce que c'est ça aussi. Pour nous, c'est un problème. Pour nous, toutes ces personnes, tous ces partis politiques qui aujourd'hui sont prêts à aller frayer avec la puissance coloniale pour faire partir le régime en place, nous, ça, on n'est pas d'accord. Parce qu'il a été démontré qu'à chaque fois que nous avons eu affaire à... Nous avons fait appel à ces forces-là pour faire partir un directeur africain, souvent, celui ou celle qui l'a remplacé a poursuivi avec la même politique. Alors, à quoi bon prendre le risque comme ça d'entraîner les gens dans un bain de sang si c'est pour continuer avec ce système-là? C'est une question, il faut être responsable. On parle là des vies humaines, ce n'est pas du jeu. On parle des vies humaines, il s'agit de la vie des Congolais. Donc, quand un homme politique n'est même pas capable de dire à la face du monde que je suis contre l'intervention militaire étrangère sur mon territoire, alors comment voulez-vous que nous autres panafricains allons avec lui? Non. Donc, c'est logique de notre part que de nous méfier ou d'avoir de la distance envers ces projets qu'on nous présente parfois, ces projets qui ont des contours flous. Ceux ou celles qui viendront vers nous avec sincérité, qui nous apporteront des réponses claires et précises sur les questions qu'on vient d'énoncer, on pourra travailler ensemble. Mais tant qu'on restera dans le flou artistique où on essaie de cafouiller avec le tribalisme, on va voir les gens ici en France, on ne le dit pas, enfin, non, ça ne passera jamais. Pourquoi dites-vous qu'il y a des dettes odieuses? Et de quelle dette précisément parlez-vous? Pouvez-vous parler de dette interne? Non, mais la question de la dette, c'est une question importante, en tout cas pour nos pays. Pourquoi nous parlons de dette odieuse? Nous ne disons pas que toute dette est odieuse. Ce n'est pas ce que nous disons. Il faudrait qu'on soit clair, il ne faut pas qu'il y ait d'amalgame. Nous, dans notre analyse, quand nous voyons la dette publique des pays africains, nous constatons qu'il y a des dettes légitimes et des dettes illégitimes. Il y a des dettes que nous appelons odieuses. Les dettes odieuses, ce sont lorsque nos gouvernants vont contracter des dettes. Ils prennent l'argent, ils prennent les sommes, ils prennent les crédits par des jeux simplement d'écriture. Ces crédits se retrouvent ici sans pour autant que les populations n'aient bénéficié de quoi que ce soit. On n'a ni route, ni hôpitaux, on n'a rien fait pour les populations. Et ça, ceux qui prêtent cet argent-là savent pourquoi ils le font, parce qu'ils ont des commissions.
C'est-à-dire que c'est une façon, en fait, de piller l'État. C'est des gens qui pillent l'État avec des complicités nationales. Donc, il y a des corrupteurs ici qui ils ont des corrompus, donc nos gouvernants, et ils arrivent à rapatrier les capitaux dans des paradis fiscaux, etc. et tout ça là. On va prendre un exemple. Ceux qui nous gouvernent se sont endettés pour acheter des armes. Ils se sont fait la guerre. Je veux parler des 2 derniers régimes. Hein. Ils se sont fait la guerre. Mais eux, ils n'avaient pas le pognon, donc ils se sont fait des prêts. Mais ces prêts, tous ces prêts, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, c'est versé dans la dette publique congolaise. C'est les Congolais qui payent. Tous les Congolais qui payent les impôts là, payent les armes qui les ont tués. Nous trouvons que c'est illégitime. Ce n'est pas normal que les Congolais payent ces dettes-là. On est clair. Donc, il est évident que nous conseillons à nos partenaires, ceux qui veulent être nos partenaires, de nous suivre dans cette dynamique-là, de faire de telle sorte que ce type de dette-là, nous disons que les Congolais ne doivent pas payer. Parce que ceux qui ont donné l'argent pour faire ces guerres-là savaient bien que c'était des pouvoirs qui n'étaient pas légitimes. Il est aussi vrai que les pouvoirs africains sont des pouvoirs répressifs, notamment le pouvoir congolais. Pour nous, c'est clair. Bon. Mais cette répression crée de la peur chez les populations. Mais lorsque les populations n'en peuvent plus, ils peuvent aller au-delà. On a vu des situations dans le monde où, à force de répression, les populations peuvent se révolter jusqu'à reprendre le contrôle de leur destin. Mais on peut se poser la question, avec tout ce que les Congolais vivent, avec tout ce qu'ils vivent, qu'est-ce qu'on ne peut pas imaginer dans ce pays? Pas d'hôpitaux, pas de routes, rien. La répression est dans tous les sens. Elle est sociale, elle est tout dans tous les sens. Mais pourquoi les partis d'opposition n'ont pas tant d'audience malgré la peur? Pourquoi les populations ne suivent pas forcément ces partis? Pour nous, l'explication peut se trouver aussi dans ce genre de situation. Lorsqu'il y a des luttes sociales au quotidien, lorsqu'il n'y a pas de parti d'opposition. Mais lorsqu'il y a des élections, ils sont tous nombreux à aller aux élections. Nous ne sommes pas contre le principe des élections. Mais comment mobiliser les mêmes populations pour lesquelles pendant 5 ans, on ne vous a pas vu défendre un seul instant leurs droits? Je parle dans le cas du Congo, il y a une espèce de trêve sociale qui a été déclarée par les syndicats. Trêve sociale depuis 10 ans. Trêve, d'abord, c'est un mot qui doit être transitoire, éphémère, momentané, tout ce que vous voulez. Mais la trêve est devenue permanente. C'est une dénonciation qu'il faut faire de façon absolue. Et pour nous, il y a aussi un aspect citoyen dans la question de la dette. L'audit de la dette, c'est quoi? L'audit de la dette, c'est de faire comprendre aux populations ce qu'on a pris comme engagement en leur nom. Ça éveille la conscience des citoyens. Parce qu'ils comprennent tout de suite quelle relation il y a entre le fait que les budgets de santé ont été baissés, les budgets d'éducation, les bourses. Parce que rappelez-vous bien, souvent il faut se le dire, c'est le même Sassou, sous le monopartisme, où il y avait les bourses. Il y avait comme un semblant de système de santé. Il y avait pas mal de choses. Mais pourquoi le même n'arrive pas à le faire aujourd'hui? Il faut qu'on se promène un peu partout en Afrique noire. Vous allez vous rendre compte que c'est un peu pareil. Il y a une relation fondamentale entre les injonctions du FMI et de la Banque mondiale et les politiques publiques. Il suffit de suivre Télé Congo. Souvent, les fonctionnaires du FMI et de la Banque mondiale viennent au Congo reçus par les ministres pour dire si le projet économique est bon ou pas. C'est une perte de souveraineté. Donc, il y a un lien entre la dette et ces problèmes-là. Donc, nous disons que si l'opposition s'en saisit, ça veut dire que l'opposition peut aider à ce que, par exemple, les populations s'éveillent sur les questions sociales, sur leurs responsabilités. Mais nous parlons là souvent des dettes externes, extérieures, mais aussi des dettes intérieures. Je vous rappelle que la plupart des entrepreneurs au Congo, dans ceux à qui l'État doit de l'argent,
il faut peut-être vérifier bien, je dis ça avec beaucoup de réserve, apparemment la dette intérieure est même plus importante que la dette extérieure. Est-ce que vous le savez peut-être? Je ne sais pas. C'est à vérifier. Mais en tout cas, dans la plupart des pays, si vous regardez les chiffres, les dettes intérieures en Afrique sont plus importantes que la dette extérieure. Si ça ne fait pas de vague, parce que les dettes extérieures, il y a la pression du FMI, pression que nous disons injuste d'ailleurs par ailleurs, on passe. Mais pour les dettes intérieures, vous pensez que les entrepreneurs dont nous connaissons au Congo, qui ont tous des attaches, des liens avec les pouvoirs, méritent que l'État leur verse régulièrement cet argent? Il y a combien d'entrepreneurs congolais? On les connaît à peu près, que ce soit dans l'ancien régime que dans le régime actuel. Est-ce que si nous regardons bien ces contrats, si nous faisons l'audit de ces dettes, est-ce que nous ne verrons pas autre chose pour qu'on fasse peser sur le budget national des dettes aussi odieuses? Voilà, on reviendra peut-être sur les questions, parce que deux fois les Africains doutent sur ces problèmes. Sachez qu'il y a des pays dans le monde qui le font. L'Équateur, l'Islande, l'Argentine, il n'y a pas longtemps, et ainsi de suite. Individuellement, arrivent à se défaire du carcan du FMI et de la Banque mondiale. Nous considérons que ce sont des vraies questions politiques, de politique publique. Mais apparemment, la fiscalité n'aime pas bien les Africains. Le tribalisme, oui. Nous sommes tous concernés sur la dette. L'hôpital, c'est tous les Congolais du nord au sud qui vont se soigner. Tous, nous sommes concernés. Quelle est votre implication par rapport, où est-ce que vous vous situez par rapport à ce qui se passe sur le terrain au Congo? Et à ce niveau, bon, j'ai retenu que la RPCU est en fait c'est donné comme tâche de faire des propositions, d'interpeller, de faire des propositions. Bon, je pense que c'est tout à fait votre droit, mais je voudrais en quelque sorte dire aussi à ce niveau que la lutte politique, puisque vous êtes une organisation politique, la lutte politique ne peut pas se mener par procuration. Et que si nous voulons que quelque chose change au Congo, il serait bien que la RPCU, plutôt que d'attendre quelque chose des partis qui sont au Congo, qu'elle-même conduise sa politique au Congo. Dit comme ça, je suis tout à fait d'accord. La lutte politique ne se fait pas par procuration. Les Africains ne vont pas demander aux Français de venir les aider à sortir de la zone franc. Je suis d'accord. La LPCU n'a pas délégué une autre structure d'aller se battre sur ses positions en Afrique. Ce n'est pas vrai. La LPCU se bat aujourd'hui pour devenir vigoureuse, pour créer ces structures dans tout le continent. Ça, c'est clair. Mais c'est sûr que nous sommes dans une enfance difficile. Petit à petit. On a en face de nous des gens qui sont formatés par des idéologies diverses. L'Église est passée par là. Le tribalisme est passé par là. La France-Afrique est passée par là. Le colonialisme est passé par là. Le néocolonialisme est passé par là. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas un hasard s'il n'y a pas un seul parti panafricain dans tout un continent. Pas un seul qui soit au pouvoir. Donc, c'est vous dire que la tâche, elle est énorme. Quelque part, on dit que vous êtes des aventuriers. Oui, on est des aventuriers des temps modernes, oui. Pourquoi pas? Mais nous acceptons cette aventure qui est meilleure, qui fera des Africains des hommes dignes, que de rester dans un positionnement où nous disons oui, oui, on continue à être des esclaves. Nous ne prenons pas une sortie du franc CFA tout en continuant à espérer quoi que ce soit de la France. Indépendance va avec responsabilité. Voilà. En France, quand un chef d'État n'a pas réussi sa politique économique, il n'est pas traité d'incapable de réflexion. Il a échoué. L'économie n'est pas une science exacte. Demain, nous aurons notre monnaie. On peut aussi échouer sur le plan économique. Mais pourquoi tout de suite? Parce que vous êtes des Africains que vous serez incapables? Il faut qu'on assume. Indépendance et responsabilité. Mais il n'est pas question que cette répression monétaire, qui est un avatar unique dans l'histoire, dans le monde d'aujourd'hui, quelqu'un donne sa monnaie à un... C'est quoi ça? On peut avoir notre monnaie, on fait des échecs. Le Ghana gère sa monnaie.
L'Angola a sa monnaie. J'ai des reproches à faire au gouvernement angolais, mais ils ont leur monnaie quand même. Ils assument. Il y a l'inflation, il n'y a pas l'inflation, mais ils sont responsables. Donc, il faut arrêter avec ce genre de choses. Et en plus, en 60, il faut dire que la plupart des chefs d'État africains qui ont été choisis, c'est bien parce qu'on avait balayé ceux qui ne voulaient pas de cette signature-là. C'est aussi ça, hein, le sens de l'histoire. Il faut restituer l'histoire complètement. Barthélemy Boganda avait déjà proposé les États-Unis d'Afrique centrale. Certains n'ont pas voulu. Le président Yulou n'a pas voulu. C'est une réalité historique. Léon Mba a refusé. Obama était d'accord, on l'a balayé. Boganda était pour. Il a été tué. Remplacé normalement par Abel Goumba. Abel Goumba a été balayé. Hein? Un clin d'œil. Il y a son fils dans la salle ici, du président Abel Goumba. Lumumba a été balayé. Donc, tous les Africains n'étaient pas d'accord avec ce système. Non. Les résistants ont existé. Ils ont été balayés. Ça, il faut quand même restituer l'histoire dans sa globalité. De Gaulle a été plus malin avec ceux des nôtres qui continuent encore à baisser jusqu'à aujourd'hui. Voilà, il a choisi. Si on prend la question de l'ethno-militance qui a été posée tout à l'heure, la limite de l'ethno-militance, il faut constater ça. Ben, en fait, les panafricains n'ont pas attendu qu'il y ait une succession de guerres civiles au Congo, qu'il y ait la guerre en Côte d'Ivoire, qu'il y ait je ne sais quoi, pour qu'ils se rendent compte que l'ethno-militant, il faut peut-être le développer un peu, notre frère philosophe, tant qu'il a beaucoup de réflexions, c'est le fait que les gens se battent sur des positions ethniques, quoi, voilà. Le plus grave, en fait, c'est la privatisation ethnique de la tendance politique. Les panafricains n'ont pas attendu ça. Sur le plan sociologique, il y a des intellectuels africains qui ont repris à leur compte ce qu'on appelle l'ethnologie coloniale. L'ethnologie coloniale a servi le discours politique. Vous êtes du Nord, vous n'êtes pas très intelligent. Vous êtes du Sud, vous n'êtes pas très intelligent. Vous êtes de l'Ouest, vous n'êtes pas ceci. Ça s'appelle de l'ethnologie coloniale. Il faut regarder, hein, les livres de sociologie politique sont sortis là, 60 à 97 au Congo. Même des thèses de doctorat. Dire qu'il n'y a que ça, c'est faux. Il y a des Africains qui ont dit le contraire. Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, entre autres, bien sûr. Qu'est-ce que Cheikh Anta Diop a démontré? Cheikh Anta Diop a démontré que nous avons des bases communes. Tous les Bantous du Congo jusqu'au Cap, ainsi de suite, ont ce qu'on appelle l'ancêtre commun prédialectal, le proto-Bantou. Mais les Congolais ne veulent pas entendre parler de ça. Ils s'en foutent, réellement. Les travaux faits par des Africains, avec un degré de scientificité reconnu par le monde entier, ce n'est pas important. Mais l'ethnologie coloniale continue à servir encore aujourd'hui de base. Il faut lire Internet sur le Congo. C'est tellement certain. Donc, il faut dénoncer ça. Donc, nous disons que cette affaire d'ethno-militance a été servie et continue de servir. Les panafricains ont toujours dénoncé, ont des solutions sur la question identitaire. Donc, c'est pourquoi, au lieu de s'en prendre même au gouvernement, nous disons aux panafricains, entrez en politique. Voilà. Vous avez des outils pour faire des discours politiques capables de répondre aux défis actuels, sur le plan de l'identité, sur le plan de la souveraineté monétaire, sur le plan de la défense continentale. Les Africains ont des réponses. Je crois que les panafricains devraient aller au combat. Le terrain propice, qu'est-ce qu'on nous a dit au Congo? Pendant longtemps, évidemment, le Nord était au pouvoir, entre guillemets. C'est le Nord et le Sud. Mais en 93, au Congo, on a vu le Sud se canarder. On a beau trouver les excuses. Ça a claqué devant tout le monde. Même ce fameux Nord. La cuvette a toujours été aussi unie. Et puis la cuvette n'est pas au Nord, c'est au centre. Au Congo, il y a deux géographies, la géographie physique et la géographie politique. Le Nord au Congo commence à poto-poto. Oh, dis donc. Et pourtant, Brazzaville, c'est dans le Sud. Donc, il faut assumer, il faut faire l'autocritique de notre pratique politique pour aller de l'avant. Sans faire cette autocritique, nous continuerons à balayer comme ça, et ainsi de suite. C'est pourquoi c'est bien de faire des... Nous voulons qu'on s'aligne sur des positions assumées. Et concernant la sortie du franc CFA, vous avez parlé de... que c'est un principe non négociable, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je n'ai pas vu le point portant sur le remboursement des pays africains par la France.
Parce que depuis 1945 que le franc CFA a été institué, la Banque de France a institué des comptes d'opération. C'était 80% de nos recettes d'exportation qui étaient retenues à la Banque de France. Aujourd'hui, c'est 63% qui sont chaque fois emmagasinés à la Banque de France. Mais il faudrait bien que nous aussi, on demande qu'on nous rembourse. On nous court derrière pour rembourser les dettes. Vous avez fait une bonne analyse des dettes, mais eux aussi, ils nous doivent. Il faut qu'ils nous remboursent. Les comptes d'opération existent bel et bien. À ce jour, pour ce qui est de la BCAE, donc la Banque centrale d'Afrique centrale, à laquelle le Congo est lié, nous devons, selon les accords que nous avons signés, déposer la moitié de nos recettes extérieures, au moins la moitié. Alors, si on est zélé, on peut en déposer plus. Il y en a qui le font. 80%. Donc, ce qui fait qu'il y a de l'argent qui nous appartient. Donc, oui, évidemment, c'est vrai. Il faudrait que nous puissions aussi en parler et chercher, évidemment, en partant du CFA, en sortant, partir, enfin, voilà, quoi, chercher à partir avec notre argent. C'est à nous, quoi. Cet argent est à nous. Ça fait aujourd'hui presque 50 ans. Et que si nous voulons que quelque chose change au Congo, il serait bien que la RPCU, plutôt que d'attendre quelque chose des partis qui sont au Congo, qu'elle-même conduise sa politique au Congo. Oui, on est d'accord. Dit comme ça, je suis tout à fait d'accord. La lutte politique ne se fait pas par procuration. Les Africains ne vont pas demander aux Français de venir les aider à sortir de la zone franc. Je suis d'accord. La LPCU n'a pas délégué une autre structure d'aller se battre sur ses positions en Afrique. Ce n'est pas vrai. La LPCU se bat aujourd'hui pour devenir vigoureuse, pour créer ces structures dans tout le continent. Ça, c'est clair. Mais c'est sûr que nous sommes dans une enfance difficile, petit à petit. On a en face de nous des gens qui sont formatés par des idéologies diverses. L'Église est passée par là. Le tribalisme est passé par là. La France-Afrique est passée par là. Le colonialisme est passé par là. Le néocolonialisme est passé par là. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas un hasard s'il n'y a pas un seul parti panafricain dans tout un continent. Pas un seul qui soit au pouvoir. Donc, c'est vous dire que la tâche, elle est énorme. Quelque part, on dit que vous êtes des aventuriers. Oui, on est des aventuriers des temps modernes, oui. Pourquoi pas? Mais nous acceptons cette aventure qui est meilleure, qui fera des Africains des hommes dignes, que de rester dans un positionnement où nous disons oui, oui, on continue à être des esclaves. Devant l'urgence qui nous appelle, devant ce que nous vivons actuellement au Brazzaville, est-ce qu'il faut rejeter ces questions un peu loin? Le 4 mars, c'était vraiment l'apocalypse. Je vous dis, Armageddon, ceux qui ont vu ces films-là, vous avez là vraiment grandeur nature, hein, ce que vous connaissez dans les films d'horreur. Et là, c'est maintenant les autres, ils s'attaquent aux autres. Donc devrions-nous continuer comme ça à regarder M. Sassou? Je pense que l'urgence serait qu'on se soude les mains, on se donne les mains, et vraiment que le plus rapidement possible, on le dégage. Il ne faut plus attendre à demain ou après-demain. Parce qu'après, ici, il y en a à Brazzaville qui ne sortent plus, qui ne parlent plus, qui sont terrés chez eux. Si Mathias Njon parle aujourd'hui, il est arrêté. Quiconque ose parler aujourd'hui à Brazzaville, il est arrêté. Et vous avez vu sur le site de Zengamambou que c'est maintenant, c'est Daniel Nkouta dans son article qui le dit, parce qu'il a des informations, qu'il s'agissait, soi-disant, d'une tentative d'assassinat contre le président Sassou. C'est maintenant comme ça, puisque le PCT a soi-disant des informations. Alors, on est reparti dans les assassinats que nous connaissons, 1977 et 1977, aujourd'hui encore. Est-ce que nous devrons nous taire? Merci. Il faudrait que nos frères nous comprennent bien notre positionnement par rapport au pouvoir france-africain est clair, et notamment par rapport à ce qui se passe à Brazzaville. Je pense qu'il n'y a aucune ambiguïté. Ceux qui nous lisent
à travers toutes nos publications, à travers toute notre action, savent très bien que nous dénonçons fermement l'incompétence, l'injustice, l'impunité, la mauvaise gouvernance de notre pays. Donc, le diagnostic est clair, c'est-à-dire qu'il faudrait mettre d'autres hommes avec une nouvelle politique. Là où nous ne sommes pas d'accord avec certains de nos compatriotes, c'est ce minima. Ça ne nous convient pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas seulement dire qu'on va le dégager et après on verra. C'est ça, ce discours, après on verra. C'est quoi? Ça cache quoi là? C'est là où nous on veut en venir. Quand on dit, voilà, nous, voici nos positions fortes. Nous le disons là. On vous a parlé des dettes. Pendant la guerre, les belligérants des deux camps se disent qu'il ne faut pas toucher aux intérêts de l'autre. Ils se le disent. Ils ont peut-être raison. Mais sauf que nous, quand nous disons que nous voulons que notre pays, par rapport à la question du pétrole, il faut quand même qu'on en parle. Et ça nous effraie beaucoup de gens. Ah, vous là, on ne veut pas. Bon, il faut savoir aussi. C'est-à-dire que vous voulez nous embarquer dans une affaire où vous ne voulez pas que les fondamentaux soient débattus. Est-ce que débattre de ça nous empêche d'avoir une vision claire par rapport à l'autre? Non, je pense que on sait comment ça se passe. Il y a beaucoup de vieux renards dans l'affaire. Et donc, nous disons très clairement que si c'est pour mettre un France-Africain à la place, allez vous-même mettre votre France-Africain. Lorsque nous avons, je vous le dis très franchement, il y a des compatriotes qui pensent qu'il faut aller dans des ambassades étrangères pour les aider à aller au pouvoir. C'est leur conviction. Nous disons que c'est le peuple congolais qui nous mettra au pouvoir si un jour on devient un parti politique. Je pense que nous avons tenu ce discours le premier jour où on a sorti la Ligue et nous le tenons encore aujourd'hui. Bon, est-ce que dire ça, ça veut dire qu'on ne veut pas discuter avec nos frères? Quelle est l'organisation même de la diaspora qui peut dire que nous avons invité à un débat la Ligue et que la Ligue n'est pas venue? Nous, on veut bien, mais c'est projet contre projet. On discute. On discute. Le problème n'est pas là. Tous ceux qui sont venus ici sont sortis avec des petites brochures, etc. C'est ça, non? Le débat contradictoire. Nous proposons le débat, là. Donc, quand vous lisez, vous êtes d'accord sur tout? Je ne suis pas sûr. Il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Débattons. Donc, moi, je pense quand même que... Bon, oui, c'est vrai que la terreur règne aujourd'hui à Brazza, ça ne m'étonne pas. En tout cas, en ce qui me concerne, en ce qui nous concerne, on ne se faisait pas d'illusions. Nous considérons que c'est un pouvoir brutal qu'il a suffisamment démontré et qui est capable encore de le revenir, de devenir encore plus atroce s'il le faut. Là, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est pour ça aussi qu'il y a quelquefois de l'irresponsabilité dans certaines démarches. Lorsqu'on est planqué en train de bouffer le poulet fumé dans sa chambre, on ne peut pas demander à ce que les gens aillent faire des manifs à Poto-Poto, connaissant la nature de ce pouvoir, à Bakongo et tout. Parce qu'en face d'eux, c'est des canons aussi qui sont là. Il faut aussi étudier la réalité du terrain et voir quelle est la nature de l'action à mettre en place. Mais c'est des discussions. Nous sommes ouverts sur la discussion. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on ne veut pas que ça change. Donc il faudrait quand même que les choses soient très claires. Patrick, mais c'est bien, mon frère, je ne suis pas contre. Il faut qu'on discute. Mais on va se tutoyer. Tu es d'accord avec moi que mettre nos noms avec Nzon, aujourd'hui, sur la question du franc CFA, il va refuser.
Sur la dette, il va refuser. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ensemble? Qu'il fasse sa déclaration. On ne va pas soutenir ceux qui sont dans le même système. Disons, est dans le système. Nous faisons une déclaration publique. Nous voulons qu'ils nous disent que demain, qu'il peut répondre en disant que je suis contre le franc CFA, je suis contre la dette, qu'il a contribué par ailleurs à augmenter. Non, il faut qu'on soit clair, mon frère. Nous sommes en urgence depuis 60. Nous ne sommes pas en urgence depuis le 4 mars, non. Mais pourquoi nous différons toujours ces débats? Si on avait commencé quelque part, on ne serait pas là aujourd'hui. Je vois le doyen Suarez se fatiguer tout le temps à faire ça. Mais le doyen Suarez, il faut faire aussi des critères. Il ne faut pas rassembler n'importe qui non plus. Non. Ce sont des faux semblants. Doyen Suarez, vous vous fatiguez. Non. Il faut que le débat soit ouvert. Nous on a dit, par exemple, sur RFI, quand il a contesté Evo, ça a plu à certaines personnes. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Au Congo, il n'y a pas de maître. Il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. C'est moi qui paye les professeurs de mon village. Voilà quelqu'un qui a un destin national, les fonctionnaires de mon village. Il a un destin national, il est dans l'opposition, il faut un choix ethnique. Mais pourquoi il ne paye pas les fonctionnaires de Wenze, de Talanga de Bakongo? Où est-ce qu'il trouve l'argent? Non, mais je veux dire, il faut quand même qu'on soit un peu plus intelligent. C'est pas possible, mon frère. On ne peut pas continuer comme ça. Voilà des gens dans l'opposition qui font des choix, qui sont clairs, qui disent que nous sommes pour la tribalité, que nous sommes ceci. Mais que voulez-vous qu'on fasse ensemble? On va le faire partir du jour au lendemain, on déclenche une autre guerre. C'est un cycle. Non. Notre position ne veut pas dire qu'il reste 20 ans, 30 ans. Non, ça serait du cynisme pour le régime. Mais nous voulons engager des débats, des combats. Nous le faisons déjà tout seul. Ce que nous faisons, c'est un acte politique. C'est pas rien. Ça peut nous conduire en prison demain. Non, on n'attend pas. Ces déclarations sont des actes politiques. Et on ne sait pas si on sait ça. Il y a ceux qui sont venus en mission. On ne sait pas s'il y a des micros ici. Donc on n'attend pas. Il y aura un compte rendu peut-être ce soir à Brazzaville, peut-être. Donc nous sommes conscients de ce que nous prenons comme position. Donc, ceux qui sont pour ce système, qui pleurent, qui veulent profiter de ce drame pour drainer ou traîner tout le monde, nous ne serons pas de cela. Il faut que le débat sur le fond soit fait. Il faut qu'on publie, comme nous le faisons, nos positions. On ne mentira pas au peuple demain. Au moins, on pourra prendre les gens à témoin. Donc, mon frère, il faut qu'on soit aussi un peu... Non, non, on ne peut pas venir ici, on est reçu au quai d'Orsay le matin, après on va rassembler les Congolais le soir, après on dit non, non. On veut tous avoir le même maître, mais pas avoir... Non, non, c'est ça clair. Qu'est-ce que la Ligue préconise au niveau de la défense? Parce qu'il va de soi que quel que soit ce qu'on va vouloir apporter comme politique, il va falloir les défendre. Parce qu'en face à nous, il y a des gens qui arrivent avec des hélicoptères, ils ne s'embarrassent pas de discours, ils viennent, ils nous bombardent. Donc est-ce que la Ligue se pose des questions en ce qui concerne la défense et la surveillance de nos États? Voilà. Nous sommes clairs là-dessus. Nous disons qu'il faut construire les États-Unis d'Afrique. Il faut construire une armée africaine. Ce qui se passe aujourd'hui, quand les autres viennent nous bombarder, quand les autres viennent nous pilonner, mais on n'a pas de politique de défense. Nous avons remis notre défense à l'ancien colonisateur. Regardez dans les blogs, dans les émissions, écoutez ce qui se passe par rapport au Mali. Combien de gens demandent à la France d'intervenir? Des Africains. La France dit, je ne vais pas intervenir. Oh, comment ça, tu ne vas pas intervenir? Mais il n'y a pas longtemps, tu étais en Côte d'Ivoire. C'est ça aussi. Il n'y a pas longtemps, tu es allé bombarder en Côte d'Ivoire. Ah, non, sur le Mali, je ne veux pas aller bombarder les Touaregs et les autres là-bas. Non, je ne veux pas. Ah, bon. Là, les Africains aujourd'hui, comme ils ne se donnent pas les moyens d'avoir leur propre monnaie, comme ils ne se donnent pas les moyens de construire leur unité politique, économique et militaire, ils sont obligés de subir la loi du plus fort. Les forts aujourd'hui, ce n'est pas nous. Il y a un adage populaire qui dit « Unis, vous êtes forts. Divisés, vous êtes faibles. » L'Afrique est désunie. Parce que beaucoup de fils africains travaillent pour les autres. Et ils sont au pouvoir. Et ils ont des moyens.
tous les pétrodollars là. Mais on peut envoyer des satellites pour faire du renseignement pour nous. Parce qu'aujourd'hui, pour aller arrêter les colonnes là-bas, il faut avoir des satellites pour voir le mouvement des troupes. Hein. La CEDEAO, s'il n'y a pas les États-Unis et la France qui aident, la CEDEAO ne pourra pas arrêter les colonnes. Elles peuvent rentrer jusqu'à Bamako. C'est ça la réalité. Donc, il faut doter le continent des outils capables d'assurer la protection de ses frontières. Le Congo est habitué au coup d'État militaire. Les armées africaines sont des armées tribalisées. En fait, il n'y a pas d'armée républicaine. Pas d'armée républicaine. Alors, la défense du continent a un autre avantage. Imaginez-vous, figurez-vous qu'un officier américain, dans n'importe quel État, puisse envisager de faire un coup d'État. Mais qu'est-ce qu'il aura en face? L'armée fédérale. C'est l'armée fédérale américaine. Il faut être fou. Donc, ne serait-ce que pour des raisons internes, une armée africaine va proscrire les coups d'État. Ne serait-ce que pour des raisons internes. Aujourd'hui, la junte militaire au Mali, pour une raison ou pour une autre, ils sont au pouvoir. Mais s'ils s'imaginaient simplement que faire le coup d'État me mettra en face d'une armée de 50 États, ce n'est pas possible. On ne peut pas l'envisager, c'est la mort. De deux, une armée africaine, c'est aussi des armées républicaines, puisqu'on n'aurait plus forcément des nominations sur la base ethnique. On n'aura pas forcément des Congolais au Congo. Ça peut être des Ghanéens, et ainsi de suite. Mais ce débat n'est pas d'aujourd'hui, les panafricains l'ont toujours posé. Nkrumah l'a dit à la tribune de l'OUA, quand on a créé l'OUA en 1963, à Addis Abeba. L'armée africaine, ça a à la fois des vertus internes, mais aussi des vertus internationales. Qu'est-ce que nous n'avons pas comme matière pour fabriquer des armes en Afrique? Puisque nos propres matières permettent aux industries militaires du monde de fonctionner. Donc dire que les Africains ne peuvent pas avoir des armées, ce n'est pas possible. L'armée, c'est d'abord une industrie. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une imagination. Au moment où nous parlons, il y a une industrie militaire qui fonctionne. Souvent même en relation avec l'industrie civile. Donc l'armée, c'est aussi l'économie. Au sujet du panafricanisme en Afrique, je parlerai du professeur Obenga, qui était ministre en 1993 de Pascal Lissouba, au moment où la population congolaise se canardait, quand on a vu les travaux que ce professeur a soutenus de Cheikh Anta Diop, et qui n'a même pas tenu un seul discours dans le cadre du panafricanisme, ça laisse vraiment beaucoup d'interrogations. Concernant le professeur Obenga, c'est difficile. Les Turcs disent on ne peut pas être enceinte, ou plutôt on peut pas être un peu enceinte. Ou on l'est ou on ne l'est pas. Au moment où, justement, les populations de Bakongo et Makele se faisaient canarder par le gouvernement de la République du Congo, il était collaborateur du chef de l'État. On ne peut pas faire de déclaration. On quitte le gouvernement, on fait une déclaration. Parce que quand on est au gouvernement, on est solidaire de toute l'action gouvernementale. Il ne faut jamais l'oublier. C'est-à-dire que s'il y a un meurtre à Infondo, on est solidaire. Si l'armée a tué à Infondo, on est solidaire. Bon, le professeur Obenga, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je prends la question parce que les gens me connaissent ici. J'étais proche du professeur Obenga, on a fait des publications. Je suis proche, oui. On a fait des publications ensemble, on a fait des débats publics. Donc si je ne réponds pas, c'est comme si je suis en train de fouiller. Mais oui, mais il a pris une position. C'est la liberté. Il est responsable de ses positions politiques. Le panafricanisme n'a pas commencé avec le professeur Obenga, ne finit pas avec lui. Mais on peut lui reconnaître quand même qu'il a fait des contributions importantes. Au moment où tous les intellectuels africains tournaient le dos à Cheikh Anta Diop, il était le seul. Ça a coûté la carrière à Cheikh Anta Diop. Obenga serait ici comme les Mbokolo, dans toutes les émissions. C'est un crack dans son domaine. Mais la France lui a aussi fermé les portes. Donc il a quelques mérites, sachant dire les choses aussi. Je ne suis pas ses positions politiques. Le professeur Obenga a fait des choix, ce sont ses choix. C'est ça aussi la liberté. Donc il faut... C'est difficile pour les panafricains, parce que Obenga est une figure du panafricanisme. Mais qu'est-ce que vous voulez? On ne va pas arrêter le combat panafricain parce qu'un panafricain a fait... Je rappelle qu'il vient de sortir un livre sur l'État fédéral, il y a quelques jours. Il y a quelques jours. J'ai le livre ici, l'État fédéral. La LPCI est une association créée en France qui vit en France. Dans 10 jours, il y a des élections présidentielles. Et des Africains
des Congolais vont voter, parce qu'il y en a qui sont français, ils vont voter, qu'est-ce que la LPCU lance comme message à nos frères et sœurs qui vont voter demain? C'est bien tout ce mouvement. C'est bien tout ce mouvement. Et il faut que les gens soient conscients. Mais n'oublions pas que ce pays a des principes. Les dirigeants de ce pays, de tous les bords, ont toujours défendu des principes de leurs intérêts. Il ne faudrait pas non plus qu'on envoie nos populations, nos frères, nos familles qui sont ici dans des situations où demain ils seront le plus dégoûtés. Voilà. Donc nous voulons que cela soit... On a vu, tous les partis de gouvernement sont passés au pouvoir ici. On a vu ce qu'ils ont fait de ces relations franco-africaines ou africaines, ainsi de suite. Tout le monde a montré sa capacité à faire correspondre les intérêts de son pays avec ce qu'il arrange en Afrique. Et donc, il faut que nous disons à nos populations de lire les programmes, de questionner ces gens, et à la rigueur, hein, quand ça ne va pas, ben, il ne faut pas les voter. Voilà, c'est tout. Ils exercent leur droit de vote contre ces gens-là. Parce que, peut-être dans les extrêmes aujourd'hui, qui sont relativement assez libres, puisqu'ils ne seront pas au gouvernement, il y a des expressions dans l'extrême, notamment de la gauche, qui disent clairement qu'il faut arrêter avec ça. Bon. On ne sait pas. L'histoire a bien montré que même ces extrêmes-là, le Parti communiste était partisan des gouvernements de coalition au pouvoir avec le Parti socialiste. Ça n'a pas toujours été dans le sens de ce que nous voulons. Donc il faut que nous soyons clairs avec nos populations. Mais nous pensons aussi à la LPCU que, franchement, la priorité, c'est d'unir les panafricains, de penser vraiment à un combat interne, parce que c'est nous qui allons nous délivrer de cette situation. Je pense, hein, c'est vraiment sincère. C'est-à-dire que ce combat de pousser la citoyenneté française de nos compatriotes qui sont ici à voter dans un sens où les intérêts de leurs parents seront garantis, c'est une chose, mais la marge est quand même assez... hein, c'est aussi la politique des réalités, quoi. Mes frères, mes sœurs qui sont français me disent, je suis allé voter pour le premier tour des élections présidentielles françaises, j'ai mis un bulletin nul, parce que j'estime, j'ai toujours dit qu'il y en a qui meurent pour voter. Moi, j'encourage effectivement les Africains de France à s'organiser de quelque manière que ce soit, mais qu'ils sachent quels sont leurs intérêts. Si leurs intérêts, c'est aller défendre la région Poitou-Charentes, tant mieux pour eux, qu'ils le fassent. Moi, j'observe simplement que de toute la classe politique française, en tout cas de tous les candidats, la plus belle déclaration qu'on ait eue à lire au niveau de la Ligue, c'est celle de Jean-Luc Mélenchon concernant la crise ivoirienne. Il a rappelé que le Parti socialiste était vice-président de l'Internationale socialiste et n'a rien fait, ni pour la Côte d'Ivoire, ni pour le Front populaire ivoirien, qui est son allié naturel. Ils étaient ensemble de l'Internationale socialiste. Et moi, je ferme une parenthèse en rappelant que lorsqu'on parlait de la colonisation entre 1900 et 1950, je vous promets, regardez l'histoire, la gauche française a été plus colonialiste, colonisatrice que la droite. Pourtant, on sait que nous, dit-on, les Africains, naturellement, on est de gauche. Peut-être, c'est possible, mais il faut le rappeler. Les gens Jaurès, c'est peut-être pas Jaurès, je ne sais plus qui, mais ils ont encouragé la colonisation. En fait, je trouve que la Ligue, sur la question de la monnaie, le franc CFA, il y a des jeunes Africains qui se sont rassemblés autour de Marine Le Pen, et elle a fait une déclaration sur le franc CFA qui va le même chemin que sur les propos de la Ligue. Donc, c'est sur Internet. C'est sur Internet. Marine Le Pen, elle a critiqué le franc CFA et elle a promis, si elle arrivait au pouvoir, elle va... C'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Marine Le Pen, elle a dit, si elle arrive au pouvoir, donc elle va se débarrasser du franc CFA. Est-ce qu'on pourrait donner un avis favorable par rapport à Marine Le Pen? En Europe, les gens ont manifesté. Et quand je dis les gens, ce n'était pas que les Africains, même les Européens ont manifesté. Avec tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, effectivement, il y a des rapprochements. Il y a des Africains qui ont la double nationalité, qui ont fait un calcul très simple, qui ont dit, le gouvernement en place en France a soutenu les rebelles, a fait tuer les Ivoiriens. Le Parti socialiste n'a rien dit. On regarde parmi les grandes forces politiques. Et le Front national est une grande force politique. Ces gens, nos frères, nos sœurs, se sont rapprochés de Marine Le Pen, ont pris ces questions, ont mis sur la table. La question ivoirienne et la question du franc CFA. Ils ont donné de la matière. Marine Le Pen, on peut penser ce qu'on veut d'elle. Elle a analysé, elle a dit, voilà de la matière. Effectivement, donc, je confirme qu'elle a pris ses positions. Maintenant, de là à demander à la Ligue à appeler officiellement à voter pour... voilà, ce que je voulais compléter, c'est que la Ligue... Non, mais justement, je complète.
la Ligue, effectivement, n'a pas vocation à demander à voter pour X, Y ou Z. Enfin, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que quelquefois, en politique, il faut éviter d'être naïf. Hein, le fait de voter n'est pas un acte anodin. C'est-à-dire, quand on accorde son suffrage, c'est un acte fort. Il faut faire attention, comme ça, de se précipiter parce que quelqu'un aurait déclaré des choses. C'est vrai, Marine Le Pen l'a dit, c'est vrai. Mais il faut savoir qu'en Occident, en Europe, la démocratie ici est caractérisée par des traditions politiques. C'est-à-dire, chaque parti a sa propre tradition, a ses convictions et son idéologie. Nous avons la tradition de la gauche. Nous connaissons les grands combats de gauche. Hein. Il y a aussi la tradition de l'extrême droite, à laquelle appartient Marine Le Pen. Et l'extrême droite européenne a toujours été pour tous les combats où il était question de maintenir la colonisation. Chaque fois en Afrique où il était question de coups de force créés plus ou moins par la France, chaque fois qu'il était question d'envoi de mercenaires, hein, l'extrême droite est là-bas. La plupart des mercenaires qui opèrent en Afrique, plus ou moins avec le consentement de la France, sont très proches de l'extrême droite. L'extrême droite a soutenu la guerre en Algérie. Hein. Le père même de Marine Le Pen, nous le savons tous, il a perdu son œil au fond en Algérie. Donc l'extrême droite est de tradition pro-colonialiste. Donc il me semble quand même aberrant qu'aujourd'hui Marine Le Pen soit devenue la figure... Non, cette dame-là appartient à une tradition à laquelle elle y croit, une tradition pro-colonialiste. Le père de Marine Le Pen a déclaré qu'il croyait en l'inégalité des races. Ça, c'est grave. Nous autres Africains qui avons été mis en esclavage parce qu'on nous considérait comme étant inférieurs, on ne peut pas frayer avec des gens comme ça. Donc non, il faut se baser également sur les traditions politiques de chaque parti quand il est question de faire son choix. L'extrême droite, c'est un parti raciste. C'est-à-dire, eux, ils considèrent que nous autres Noirs sommes inférieurs aux Blancs. Hein, ils le disent, quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, les choses ont changé, mais il y a encore 20 ans, 40 ans, Jean-Marie Le Pen le disait très clairement. Sa fille aussi s'inscrit dans cette droite ligne, comme son père. L'extrême droite soutient la colonisation. L'extrême droite, au moment où nous parlons aujourd'hui, est de tous les coups fourrés quand il s'agit de renverser les régimes en Afrique. Donc, moi, il me semble quand même franchement aberrant que les gens aujourd'hui puissent vraiment croire que Marine Le Pen souhaite... Non. Non. Elle le fait parce qu'elle sait que elle va s'attirer une certaine sympathie de quelques Africains français qui ne savent pas trop où se mettre entre la droite, enfin l'UMP et le PS, quoi. Elle le sait. Donc, mais moi, je suis convaincu, en tout cas au sein de la Ligue, on est convaincu que ce n'est pas l'extrême droite qui va nous apporter les solutions que nous espérons. Non. Surtout pas l'extrême droite. Dans le chapitre éducation, j'ai surtout vu une déclaration par rapport à l'enseignement. Mais je n'ai pas vu votre position par rapport à l'éducation, notamment à l'éducation populaire même, et aux moyens qu'on peut se donner pour faire cette éducation. Je fais référence par exemple aux langues nationales, aux langues africaines. Parce que si on veut éduquer tout le monde, ce n'est pas avec la langue importée qu'on peut arriver à éduquer. Et quels sont les moyens dont on dispose pour faire cette éducation-là? Alors, j'aimerais dire, peut-être que c'est passé un peu trop vite, dans le texte qui a été lu, il a été question de l'éducation des langues africaines, mais aussi de l'éducation en langue africaine. Je te prie de croire, mon frère, que c'est une préoccupation qui nous tient à cœur énormément au sein de la Ligue. À chaque fois que nous avons débattu, que ce soit en interne ou lors des communications extérieures, nous avons toujours insisté sur le fait que, pour deux raisons principales, si nous voulons que notre système éducatif soit plus performant, il faudrait introduire l'éducation en langue africaine. Dans le cas du Congo, il faut se le dire, la plupart des élèves, notamment ceux qui commencent à l'école primaire, comprennent à peine le français. Il ne faut pas se baser uniquement sur ce qu'on voit à Brazzaville, où on a les jeunes gens qui parlent français. Quand on va hors de Brazzaville, très souvent les enfants comprennent à peine le français. Alors, il est plus difficile pour un enfant de comprendre une leçon qui lui est faite dans une langue étrangère que quand elle est faite dans une langue qu'il comprend mieux, qu'il maîtrise.
C'est l'une des raisons pour laquelle nous avons un taux d'échec aussi élevé à l'école primaire. Près de la moitié, là, je cite là les chiffres de l'UNESCO, près de la moitié des élèves qui entrent au CP1 sortent du système scolaire, donc avant le CM2, sans savoir lire et écrire. C'est trop. Et c'est dû, entre autres, aussi au fait que l'enseignement est dispensé en langue étrangère. Personnellement, j'ai étudié au Congo jusqu'en terminale. Bon, moi, je comprenais le français dès le départ, quoi, quand j'ai commencé à étudier. Mais j'avais des collègues qui, en classe, tremblaient quand la maîtresse parlait en français parce qu'ils ne comprenaient pas, quoi. Quand on posait la question, il était interrogé l'élève, il ne savait pas... Enfin, il avait du mal à faire face, à apporter la réponse. Parce qu'il y avait déjà la barrière linguistique. Et ça, c'est dramatique. On ne se rend pas forcément compte à quel point un enfant de 6 ans peut être traumatisé à l'idée d'avoir comme ça affronté une langue qui lui est étrangère. Donc l'enseignement en langue africaine est central. Au Congo, nous avons la chance d'avoir 2 langues nationales qui peuvent faire déjà, pour commencer, office de langue d'enseignement. On peut, dans un premier temps, faire cohabiter un enseignement à la fois mixte, hein, en langue congolaise et en français, comme on le voit dans certains pays d'Europe du Nord, là, au Ghana, c'est une zone africaine. Au Ghana et aussi en Afrique de l'Est. On voit des très bons résultats où on a des classes où les cours se font en 2-3 langues. Ça se fait, hein. Et là, donc, ceux qui, chez eux, ne parlent que le français, comme ça a été le cas pour moi, où à la maison c'était le français, nous aurions eu là la possibilité d'apprendre à parler non seulement nos langues, mais aussi à les écrire. Et ceux parmi nous qui ne parlaient pas le français, ils auraient eu aussi la possibilité, évidemment, d'avoir accès à un enseignement en langue africaine. Ça, c'est pour l'enseignement en langue africaine. Alors, il y a l'autre point de la question, l'enseignement des langues africaines. Nous avons, bon, évidemment, pour l'instant, nous n'avons pas encore décidé d'une langue panafricaine. Hein. C'est une question en débat. Il y a le Kiswahili qui semble prendre de l'ampleur. Peut-être que ça sera celle-là. On ne sait pas encore. Bon, nous laissons cette question-là aux linguistes qui savent mieux que nous autres. Voilà. Donc, en attendant que la question du choix d'une langue panafricaine, d'une langue continentale soit résolue, nous proposons que l'on introduise l'enseignement des langues africaines, par exemple le Kiswahili, le Haoussa, le Lingala, qui peuvent être déjà écrites, hein, même dans un premier temps, en utilisant les lettres, enfin l'alphabet latin, on peut commencer par ça, qui peuvent être introduites à titre de langue vivante, comme c'est le cas pour l'anglais, l'espagnol et l'allemand. Ça permettra aussi à nos jeunes d'avoir une ouverture sur le continent. Parce que c'est bien beau d'apprendre à parler espagnol et allemand, mais c'est quand même aberrant de ne pas avoir accès aux langues qui sont pratiquées dans des pays frères. Nous autres, c'est ici, à l'université en France, que nous avons quelques possibilités d'apprendre Kiswahili. Hein. C'est quand même dramatique qu'il ait fallu que nous sortions du continent pour avoir la chance d'apprendre le Kiswahili. Parce que dans notre enseignement au Congo, ces langues-là ne se sont pas enseignées. Et c'est dramatique. Donc, je le réaffirme ici, la Ligue a pleinement conscience de cette question-là. Et pour justement insister là-dessus, tu as parlé des travaux. Enfin, il faut savoir qu'il y a déjà... Au jour d'aujourd'hui, il y a un matériau qui est là, quoi, donc des réflexions intellectuelles qui sont faites, notamment encore une fois par Cheikh Anta Diop, qui a beaucoup travaillé sur la question linguistique. Donc, il y a déjà un matériau de base, de départ, sur lequel on peut s'appuyer pour introduire l'enseignement en langues africaines. Il y a Cheikh Anta Diop qui est donc initiateur de la question, il y a d'autres chercheurs, d'autres linguistes qui ont travaillé sur ces questions-là. Donc, il ne tient qu'à nous de nous en saisir pour pouvoir, évidemment, instaurer cet enseignement dans nos lycées et le collège et puis à l'école primaire. La question posée par le frère Sébastien Mantiongo, c'est ça, celle concernant la crise des figures alternatives capables d'incarner une légitimité. Voilà. Enfin, oui, tel que j'ai compris la question, moi, il me semble que si aujourd'hui cette crise-là existe, hein, évidemment, je partage le constat. Hein, évidemment, très souvent, les populations ont tendance à avoir de la suspicion envers certaines figures politiques qui tentent d'émerger. Je pense que c'est aussi dû au fait que les populations ont souvent été déçues par l'attitude des hommes politiques. On en a vu ici en France, à Paris notamment, on voit des gens qui se disent opposants et tout,
Et un bon matin, ils sont à Brazzaville. Hein. Et c'est normal que dans ce genre de circonstances-là, que les gens ne fassent plus confiance. Je pense que cette situation, évidemment, que nous déplorons tous, est de l'entière responsabilité des hommes politiques. Hein. Ce sont eux qui l'ont créée. Un homme politique doit savoir qu'il n'existe que, ou il n'existera que par la volonté du peuple. Il doit être à hauteur des espérances que ce peuple-là met en lui. Il n'a pas le droit de fouler aux pieds la confiance que le peuple a mis en lui. Donc, quand on se comporte de façon aussi insensée, de façon aussi inconséquente, il n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, les gens puissent, à chaque fois qu'on voit un opposant ici ou là émerger, se dire que celui-là, demain, c'est sûr qu'il s'en ira à la mangeoire. Donc, charge à nous de regagner la confiance. Ça va être difficile, mais il faut le faire, on n'a pas le choix. C'est à nous, en prêchant par l'exemple, en étant convaincants, en étant aussi conséquents dans nos comportements, en évitant des alliances comme ça, contre nature, charge à nous de montrer que nous sommes dignes de confiance. Ça va être difficile, mais si sincèrement aussi les convictions que nous portons sont vraies, nous devons faire ce travail-là, d'aller reconquérir l'amour, entre guillemets, du peuple africain envers l'élite politique. Alors, il y a eu les questions du doyen Suarez. Est-ce que nous avons été sollicités par les Français africains ou les Africains français? Non. Avons-nous été sollicités par les journalistes africains qui veulent faire le procès contre la France-Afrique? Non plus. Alors, oui, on note un débat, enfin, on note un blocage dans le débat politique au Congo, notamment de la diaspora. Oui, oui, c'est vrai, il y a comme un blocage. Hein. Chaque fois qu'il y a une initiative qui est lancée par quelqu'un, on l'accuse soit de vouloir s'en servir s'en servir comme une sorte de tremplin pour aller un pilat, enfin, au pouvoir là-bas. Ou on l'accuse de vouloir prendre la tête du mouvement. Mais ça, je pense que c'est dû au fait que souvent les gens s'associent entre personnes, entre individus, pas par projet. Moi, personnellement, hein, je vous le dis là, j'ai adhéré à la Ligue après qu'elle ait été créée. Avant mon adhésion, je ne connaissais pas toutes les personnes qui sont membres de la Ligue. Mais quand j'ai lu leur projet, j'ai été convaincu par le projet, pas par les individus. Alors, ce que chacun de nous fait chez lui, moi, personnellement, ça ne me concerne pas. Quoi. Ce qui m'importe, ce sont les convictions qu'on partage ensemble. Alors, quand on décide comme ça de mener un projet au sein de la diaspora, où on se met ensemble parce que, bon, on est des amis depuis l'école primaire, c'est bien beau, mais on ne partage pas grand-chose en termes de projet. Il est normal qu'à la fin, ça se termine comme on le voit très souvent. Donc, encore une fois, on insiste là-dessus. Hein. Ce n'est pas parce que... Ce n'est pas, nous, ce que nous voulons, ce n'est pas que l'on se sent supérieur aux autres, non. Ce que nous voulons, c'est qu'on puisse, que les gens s'associent par projet. Hein. Chaque fois, il a été démontré que chaque fois, que ce soit dans la diaspora ou à Brazzaville, que les gens ont cherché à aller à la conquête du pouvoir en se mettant en bande d'amis qui ne partagent pas grand-chose, sauf quelquefois une bière, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, chers frères et sœurs de la diaspora, quand vous mettez en place des projets politiques, alors mettez-vous par projet. Si vous croyez tous ensemble en quelque chose, travaillez à partir du projet. Je suis certaine qu'à ce moment-là, les questions liées aux personnes, aux querelles de personnes, vont disparaître par elles-mêmes. Alors, la réflexion sur la démocratie, oui, comme l'a souligné Diogène, nous sommes d'accord là-dessus, il n'y a pas de problème. Et j'aimerais juste rajouter que dans le livre que nous avons publié, il y a là-dedans un chapitre consacré à la démocratie qui est intéressant. Je recommande à chacun de le lire. C'est vraiment une réflexion de haute portée. Bon, ceci étant, il n'est pas exclu que nous puissions nous associer à toute autre réflexion qui va dans ce sens. Mais en tout cas, nous avons déjà eu l'opportunité de travailler sur la démocratie. Dans notre livre, vous verrez, si vous avez la chance de vous le procurer, vous verrez qu'il y a un chapitre entier consacré à la démocratie. Nous annonçons que le 2 juin 2012, nous allons organiser conjointement avec l'IREA. L'IREA, c'est l'Institut de recherche africaine. Chez l'Harmattan, nous allons organiser un colloque relatif à la question des armées africaines. Donc, voilà, cette thématique nous a été inspirée, entre autres, parce que c'est passé chez nous le 4 mars. Hein. On a bien vu comment est-ce qu'au Congo, l'armée est gérée de façon complètement opaque. Donc là, nous en avons eu une conséquence gravissime. Mais la gestion opaque de l'armée
est aussi observé dans d'autres pays africains autres que le Congo. Donc je pense qu'une réflexion s'impose. Donc nous allons réunir des gens, des experts, des Congolais, des Africains, qui viendront tous ensemble apporter leur contribution sur cette thématique. Je vous remercie de vous être mobilisés pour venir participer avec nous à cet échange contradictoire.